Donc, on en arrive donc à la motion qui sera présentée par Sami Bouri, au nom de son groupe politique. Donc, Sami, tu as la parole. Merci, monsieur le maire. Alors, il s'agit en préambule de bien rappeler tout notre attachement, effectivement, à la poursuite de la transformation, de la conversion du site industriel du bassin de Lac, bien évidemment. C'est un fleuron territorial, c'est absolument essentiel pour l'emploi, c'est absolument essentiel si l'on veut vraiment sérieusement, sur ce bassin comme ailleurs, réindustrialiser l'économie de notre pays plutôt que de faire venir tant et tant de, pardonnez-moi l'expression, babioles du bout du monde après avoir fait 3 fois le tour du monde, souvent. Cependant, cela ne peut se faire, selon notre point de vue, à n'importe quel prix, et en particulier à n'importe quel coût environnemental. Comme vous avez pu le lire, je ne veux pas le lire in extenso, cette motion, au passage, de nombreuses collectivités locales voisines ont pu se prononcer effectivement. Il s'agit de se prononcer finalement contre un projet qui nous semble, le projet ECO, porté par l'entreprise de l'énergie, qui, en réalité, nous paraît totalement surproportionné dans les prélèvements qu'il pourrait réaliser s'il advenait, s'agissant de biomasse, et en particulier de biomasse issue des forêts. On est sur, à minima, 300 000 tonnes par an de bois sec, à comparer avec nos 4 000 ou 7 000 tonnes d'utilisation de biomasse s'agissant d'alimenter notre réseau de chaleur urbain. Il s'agit ensuite, pour faire tourner ces usines, de prélever entre 6 et 7 millions de mètres cubes d'eau dans les gaves, dans le Gave, tout simplement, à comparer effectivement avec les besoins en eau de l'agriculture en particulier, les besoins en eau de tout le monde, et André Labarthe en parlait à l'instant, avec une ressource qui est toujours plus importante et plus à valoriser, bien évidemment. Et puis il y a le troisième point que nous mettons en avant, il y a beaucoup d'autres points qui pourraient être mis en avant, de la question de la poursuite des dérèglements écosystémiques que ce type de méga-projet induit nécessairement, c'est-à-dire que même s'il réduit de 70% l'émission de dioxyde de carbone à la production, quand on démultiplie par la suite les destinations de ces productions, eh bien on arrive à ce qui ne cesse de se passer depuis de trop nombreuses décennies, voire siècles désormais, c'est-à-dire des phénomènes d'anthropocène, où nous sommes par nos activités industrielles et économiques en train de bouleverser à notre corps défendant, mais je me demande des fois si c'est à notre corps défendant, effectivement collectif et à l'échelle mondiale, la géologie et les évolutions climatiques de nos territoires. Et on en a malheureusement, sans être absolument certain qu'il y ait une cause mécanique, cependant, un certain nombre d'illustrations. Nous en parlions à l'instant avec les tempêtes et les pluies diluviennes qui peuvent évidemment s'abattre sur nos territoires, comme ici comme ailleurs. Bon, le projet n'est pas un projet oloronais, il n'est pas là, mais il a une telle volumétrie dans ses prévisions, bien qu'elles soient encore discutables, et le débat mené par la CNDP n'est pas terminé puisqu'il manquait un certain nombre de réponses et que la fin de ce débat préalable à l'enquête préliminaire a été repoussée au-delà du 23 septembre, vous l'avez appris par la presse, bien évidemment. Il nous paraît totalement disproportionné et cette disproportion ne manquerait pas d'avoir quelques conséquences sur les ressources de notre commune en matière forestière et pourquoi pas en matière hydrique et les dérèglements écosystémiques. C'est pourquoi nous vous invitons à vous prononcer pour une gestion territoriale de la ressource forestière conforme aux exigences portées par l'État et par notre commune, en particulier par son plan de gestion durable de la forêt, et à propos du changement climatique, bien sûr, et à vous prononcer contre le caractère assurément excessif des prélèvements de biomasse sur la forêt tel que prévu par le projet ECO de l'entreprise Élise Énergie, du fait des volumes envisagés, de leur concurrence disproportionnée vis-à-vis des projets locaux qui sont bien plus modestes, et de leurs impacts sur notre biomasse et sur le climat. Merci Sami. Alors, est-ce que l'intervention de Sami amène des... Oui. Alors, André Labarthe, est-ce qu'il y aura d'autres intervenants? Bon, on verra après. Alors, moi je ne comprends pas du tout le sens de cette délibération, donc de cette motion.
je ne vois pas en quoi elle concerne Oloron-Sainte-Marie. Je vais rappeler quand même, Oloron-Sainte-Marie, la commune, la forêt communale d'Oloron-Sainte-Marie est la propriété privée de la commune. Aujourd'hui, le pouvoir de décision, il est chez nous. C'est le conseil municipal et le maire. De toute manière, on fait allusion donc à cette industrie-là, mais si on décide de ne pas vendre, on ne vendra pas. Ce n'est pas l'ONF qui décide, c'est nous. L'ONF est un prestataire, il travaille avec nous, c'est un conseiller, il nous aide, mais nous sommes les patrons. Je tiens à le dire parce que c'est... Voilà, j'ai parlé tout à l'heure, j'étais président des communes forestières pendant 8 ans. Il faut savoir que dans les Pyrénées-Atlantiques, c'est le seul département comme ça de la chaîne des Pyrénées. Il n'y a pas de forêt domaniale. La seule forêt domaniale qu'il y a, c'est le bois de Bastard, c'est le bois de Pau. Elle appartient à l'État. Le reste, c'est tous des communes, voilà, ce sont des communes, ce sont les propriétaires. Ce sont les conseils municipaux et le maire qui décident. On ne peut pas empêcher à une commune, si elle souhaite emballer d'as ou quoi que ce soit, s'il y arrive une situation comme il y a eu à Oloron, avec un stock de bois, de le vendre. Elle en aura besoin. Donc on ne va pas lui donner... Voilà. En ce qui concerne l'exploitation d'Oloron, on a toujours été là-dessus très, 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 très net. Il est hors de question de faire de l'exploitation à ce niveau-là. On se contente simplement de faire de l'affouage, on vend du bois d'œuvre. Du bois d'œuvre, on le vend, il y a un marché pour la meublerie, pour tout ce qu'on veut. Voilà. Ensuite, on a ce qu'on appelle le bois de feu, hein, c'est de la trituration, et c'est de l'affouage pour les citoyens oloronnais. Et on limite à ça. Jamais on ne s'engagera là, à moins qu'il y ait, voilà, que vous décidiez, vous, du jour au lendemain, de le faire. Mais cette motion, de toute manière, elle ne tient pas. Elle ne tient pas parce que, bon, on nous obligerait à le faire parce qu'on n'était pas propriétaire. Bon, voilà, je comprendrais. Bon, ou parce qu'on ne serait pas propriétaire. Il y a des secteurs, des communes, où on est sur un terrain privé, et bon, le bois appartient à la commune. Bon, ça arrive. Bon, mais là, on est entièrement propriétaire. Je vous ai dit tout à l'heure, nous sommes la deuxième commune, forestière des Pyrénées-Atlantiques. Voilà. Et donc, je vous dis, il n'y a aucun danger. Alors après, je ne sais pas, dans les vallées, je verrai, mais ils le feront individuellement. S'ils décident de le faire, c'est pas parce qu'on a fait une motion sur Oloron que ça empêchera donc aux élus de vendre. Voilà. Mais il faut le savoir, là, personne, ni le préfet, ni quoi que ce soit, personne ne peut nous obliger. C'est le domaine privé de la commune d'Oloron-Sainte-Marie. Nous sommes les patrons. On le sait, Daniel. Je ne vais pas parler à la place de Samy, mais je pense que la motion qu'il a proposée prend un cadre plus large que celui d'Oloron. Alors, Pierre Baoum. Que les Ah oui, mais voilà. On est... Oui. Pierre et... Il y avait, je crois que dans d'autres débats autour d'autres motions, il y a toujours eu, il me semble, le débat de l'intérêt à réaliser cette motion. Un des premiers intérêts, c'est qu'il puisse y avoir une raison, entre guillemets, locale qui intéresse notre commune. Voilà, après tout, finalement, on pourrait se rallier à votre analyse, Monsieur Abarth. Mais moi, je vais vous en donner. On partage avec le bassin de lac une même embouchure de notre gave d'Oloron. Et donc, quand vous prélevez des quantités aussi, c'est même pas déraisonnable qui convient, mais absurde et stupide, de telle quantité d'eau pour un projet inepte comme celui-ci, ça a des répercussions sur la température des eaux, entre autres problèmes, j'abrège, et ça met en danger les quelques centaines de saumons, pour ne citer que cette espèce, qui tente encore de remonter notre cours d'eau. Donc là, nous avons un intérêt tout spécial à agir ici, c'est que nous sommes quand même responsables de l'état du gave d'Ossau pour tout ce qui est la partie du Bâgé et du gave d'Aspe avant de remonter un peu plus loin. Et donc rien que pour ça, rien que pour les saumons, nous avons intérêt à soutenir cette motion. Mais deuxièmement, sur notre marché du bois. Sur notre marché du bois, nous sommes ici des consommateurs. Il y a un certain nombre de personnes qui achètent leur bois, certes avec l'affouage, mais encore sur le marché du bois.
On peut considérer, en dépit du fait que ça ne soit pas parfaitement homogène, qu'il y a un grand marché du bois. Si vous arrivez ici avec des consommations aussi déraisonnables et absurdes, vous allez nécessairement renchérir le prix du bois et partant, finalement, une source de chauffage accessible encore pour un certain nombre de foyers. Qui plus est, je me demande encore si les 8 et quelques mille, sauf erreur de ma part, mètres cubes nécessaires pour notre centrale à biomasse, 4000 sont prélevés sur le temps long, on va dire, avec nos propres ressources. Les autres proviennent bien des communes limitrophes d'Oloron et du marché du bois en général. Si on arrive avec des acteurs aussi pantagruéliques pour le bois, combien ça va nous coûter finalement le fonctionnement de notre centrale à biomasse? Donc pour simplement avoir un marché raisonnable du bois, on a intérêt à soutenir cette motion. Troisièmement, puisqu'on parle des forêts, elles me font de plus en plus pitié. Alors, entre autres, des frênes atteints de chalarose complètement déplumées, des chênes qui se mettent en défense dès la deuxième semaine du mois d'août à cause de la sécheresse cette année particulièrement, mais encore et surtout à cause des canicules, ce qui fait un effet catalyseur sur la sécheresse. Ces dérèglements climatiques ont des effets terribles sur notre forêt. On peut même se demander quelle est la part imputable lors d'un événement comme la tempête Kirk au bouleversement climatique. Donc une atmosphère, une seule atmosphère. Qu'est-ce que c'est que ce projet du biokérosène? Qu'est-ce que c'est? C'est encore plus d'avions? Encore plus de passagers? Toute l'aéronautique pour les passagers profite au 10e le plus fortuné de la planète. Alors c'est quoi le but? Envoyer des ministres de l'éducation incompétents à Ibiza rapidement? Non, parce que si c'est que ça, on peut largement se passer de la plupart des vols. Oui, il y a des babioles, il y a des choses qui ne servent à rien, et je suis désolé, l'aéronautique tout azimut, toujours plus haut, toujours plus nombreux, va nous amener finalement à la catastrophe. On a déjà commencé cette catastrophe-là, il ne s'agit pas de remettre une pièce dans la machine. Pour ceci, nous avons intérêt tout spécial ici à agir. Il s'agit de protéger notre forêt et notre environnement, tout simplement nos chances de survie. On veut qu'il y ait plus d'enfants, il faudrait peut-être mettre les bouchées doubles pour la préservation, ne serait-ce qu'à moyen terme, de la planète. Nous sommes des élus ici, nous avons à charge de défendre la Constitution, surtout à l'avenir, mais encore dès à présent. Dans la Constitution, il y a depuis 2005 la Charte de l'environnement. Dans la Charte de l'environnement, clairement, le développement doit être compatible avec la préservation de l'environnement et il est du devoir de chacun de préserver l'environnement. Rien que pour cela, nous avons un intérêt tout spécial à agir et à soutenir cette motion, dont je remercie les rédacteurs et les rédactrices. Voilà. Et à titre tout personnel, je me réjouis d'être un pisse-vinaigre, surtout quand on considère l'espèce de fausse aisance qui sert d'appareil phonatoire à la personne qui l'a proféré. Bien. Je réponds, s'il te plaît. En tout cas, j'ai demandé la parole après Pierre. Donc Pierre, tu as fait l'effort au départ, effectivement, de voir en quoi ça nous touchait directement. Et bien évidemment, il y a des répercussions en direct. Et puis, moi, je rejoins surtout sur le dernier point. Je suis toujours étonnée que l'on dise « Mais non, mais on n'a rien à dire parce que ça ne touche pas notre territoire. » Mais comment on peut dire que notre forêt ne sera pas touchée? Donc, cette histoire d'entreprise qui effectivement est une catastrophe d'un point de vue écologique ne nous concerne pas. À un moment donné, on avait parlé du nuage au-dessus de Tchernobyl qui ne devait pas bouger. Hein. On n'était pas concernés, c'était bloqué par la frontière et donc on a laissé passer des préventions au niveau sanitaire. Et maintenant, on va dire, comme notre forêt n'est pas touchée, nous, le climat qui va se détériorer à cause de ça, on ne va pas être touché. Donc là, c'est une motion qui a un appel à la responsabilité collective. Il y a plein de collectivités qui ont délibéré, plein de communes qui sont nos voisines, Saint-Gouin, Navarrenx, Agnos et d'autres, Précillon, Saucède. Bon, il y en a plein qui ont délibéré. Tu disais, pour prendre l'avion, c'est pour produire 1% du carburant aérien alternatif. Au départ, c'était ça le projet. Maintenant, c'est inférieur à 1%. Parce que, en plus, les avions, les compagnies aériennes, ne peuvent pas incorporer assez de carburant alternatif dans les moteurs d'avion. Ils n'ont pas les moyens de tout refaire. Donc, de toute façon, c'est un projet juste pour
1% de biocarburant, c'est complètement démesuré vu l'impact que ça va avoir sur l'environnement. Donc je pense que même si ça ne touche pas directement notre forêt, ça nous touche de toute façon. Et encore une fois, parlons en termes de responsabilité collective et pour nos enfants à venir. Pardon, je peux répondre, voilà. Bon, premièrement, voilà. Apparemment, d'après ce que je lis, c'est par rapport au projet. Bon, voilà, moi je peux le comprendre. Je n'ai pas dit que de toute manière que j'étais favorable à ce projet-là. Voilà. Je suis en train d'expliquer seulement. Moi, j'ai écouté un petit peu tout ce que vous avez dit. Mais s'il y a un problème vraiment avec ce projet, c'est pas la ville d'Oloron, il faut qu'elle s'adresse ailleurs. Il faut qu'elle s'adresse au bassin de Lac. Il faut qu'elle s'adresse à l'intercommunalité de Lac, qui, elle, parraine ce projet-là. Voilà. Et nous avons, justement, avec Lac, nous avons aussi des réciprocités. Vous parlez du gave de l'eau. C'est pas le gave de l'Oloron qui est touché, c'est le gave de Pau. C'est le bassin de Lac, c'est le gave de Pau. Donc, non, mais c'est pas ce que je veux dire. Vous parlez de défendre le saumon, ça fait 30 ans que je me vois avec eux. Alors, vous n'allez pas me raconter. J'ai fait des colloques ici. Hein. Même Bernard Uturi les a présidés à un moment donné. Je faisais venir les gars de l'INRA et compagnie ici. Hein. Donc je connais bien le sujet. Et le réchauffement des eaux, je sais très bien, de toute manière, qu'il y ait une usine ou pas, on sait très bien que le saumon de l'Atlantique, il est condamné. Bon, on sait qu'à partir de certaines températures, donc voilà, elle ne peut plus se reproduire. C'est déjà le cas. Alors il ne faut pas se faire d'illusions. Mais je ne défends pas ça, je défends l'environnement. Mais je dis ce projet-là, il ne doit pas être débattu au Oloron, il doit être débattu sur le bassin de Lac. C'est eux qui vont amener ce projet-là. Et les communes ici, qui ne voudront pas vendre, elles se battront et personne ne pourra leur imposer. C'est ce que je voulais dire. On est quand même assez fort pour dire on ne veut pas de ce projet-là. Bien. On n'a pas besoin d'une motion pour ça. André, merci. Merci, on a le droit d'échanger quand même, quelles que soient les options des uns et des autres. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole? Oui, Stéphane Lartigue. Est-ce qu'il y aura d'autres prises de parole après? Bien. Alors, je suis dans une situation un peu délicate puisque ce projet, moi, je le suis depuis 3 ans dans le cadre de mon activité professionnelle. Pour comprendre ce projet, il faut se poser 2 questions. La première question, c'est pourquoi ce projet? Pourquoi ce projet arrive aujourd'hui sur la table? Et quand on aura répondu à cette question, on pourra dire comment. Comment on le met en œuvre si on trouve que ça a du sens. Pardon. Alors, pourquoi ce projet? L'Union européenne, elle a fixé une trajectoire pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Dans tous les secteurs, l'industrie, l'agriculture, le logement et les mobilités qui nous concernent ce soir. Tout ça pour être en accord avec la trajectoire fixée par la COP21 à Paris en 2015 qui dit on va essayer de suivre une trajectoire à plus 1,5 degré de réchauffement à l'échelle de la planète pour les 100 ans à venir. Ça, c'est ce qui était fixé en 2015. Il y aura des points d'étape. En 2030, il faudrait que cette réduction des émissions de gaz à effet de serre elle soit de 55% inférieure à celle de 90. Bon, je vous dis de suite, on n'y est pas. On n'y est pas. Et depuis 2015, on est plutôt sur une trajectoire à plus 4 degrés. Voilà. Le projet ECO, lui, s'inscrit clairement dans ce cadre-là. Il s'agit d'un projet environnemental de décarbonation des mobilités lourdes. Alors on parle de l'avion, mais il y a aussi le maritime avec la production de e-fuel pour les bateaux. Il s'inscrit donc dans le pacte vert européen. Sa déclinaison nationale qui est France Nation Verte, il est soutenu par la région, il est soutenu par l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Ça me fait dire que c'est pas le projet que j'entends qui est tant décrié autour de la table. Voilà, s'il y a des organismes, des structures européennes jusqu'à la région qui trouvent qu'il y a un intérêt à ce que ce projet voit le jour, c'est qu'il n'est peut-être pas si démoniaque qu'on veut le dire. Voilà. À l'Union européenne, en septembre 2023, a été votée la loi ReFuel. La loi ReFuel, elle impose aux compagnies aériennes de substituer du kérosène par des carburants aériens durables. Cette loi, en septembre 2023, a été soutenue par la députée européenne Europe Écologie Les Verts, Karima Delli, qui est venue à Oloron en début d'année, je crois. Qu'est-ce qu'elle disait à ce moment-là? Elle disait les carburants aériens durables, ce sont la solution pour enlever le kérosène
et réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Elle disait « Cette loi est historique, elle va nous permettre d'avancer ». Je reprends ses propos. Elle disait aussi quelque chose de très important, c'est qu'il faut marcher sur deux jambes. La première, c'est la sobriété, bien sûr, mais ça, tout le monde, enfin, je crois, autour de la table sera d'accord là-dessus. Elle prenait l'exemple, notamment sur les vols intérieurs, où il fallait que les vols intérieurs soient à distance de... Quand un vol intérieur pour aller vers la capitale est à plus de 4 heures, privilégions le train, d'autres moyens de locomotion que l'avion. Ça paraît évident. La sobriété donc avant tout, et en deuxièmement, sur l'autre jambe, les carburants aériens durables. La sobriété, on peut s'accorder là-dessus aujourd'hui, ça ne fonctionne pas super bien. C'est Pierre Baum qui parlait de 10% de personnes qui prennent l'avion. Aujourd'hui, le nombre de passagers en 2024, c'est 5 milliards de passagers en 2024. C'est souvent les mêmes, hein, mais c'est 5 milliards. Ce nombre, il augmente de 200 millions de passagers par an depuis le Covid. Ça veut dire que dans 5 ans, on aura 200 millions x 5, 1 milliard de plus de passagers dans les avions. Le fly scam, la honte de prendre l'avion, ça ne marche pas super bien aujourd'hui. Donc la première jambe, déjà, elle n'est pas super solide. N'oublions pas la seconde, qui est les carburants aériens durables. Cette mise en place de carburant aérien durable est notamment supportée par le GIEC. Le GIEC qui dit c'est effectivement une bonne solution pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Pour que ces carburants aériens durables soient efficaces, il faut qu'ils apportent la preuve qu'ils sont réducteurs des émissions de gaz à effet de serre de plus de 70% par rapport au kérosène. Ça, c'est la première étape sur le pourquoi ce projet, dans quoi s'inscrit ce projet. J'aurais pu vous parler aussi d'intérêt stratégique pour l'État. L'État y voit un intérêt stratégique aussi, notamment en termes, dans les temps de guerre ou de conflit, où la dépendance au carburant pourrait être préjudiciable pour faire, par exemple, voler nos Rafales. Voilà. Je passe rapidement là-dessus. Si on est d'accord sur le pourquoi ce projet et pourquoi il est utile d'aller vers des carburants aériens durables. Maintenant, il faut qu'on se pose la question sur comment on les produit, comment on le fait. Le bilan carbone ainsi que les besoins en biomasse forestière et en eau du projet interrogent, et c'est tout à fait normal. Enfin, cette entreprise, cette industrie éco qui arriverait sur le bassin de Lac, je reste au conditionnel, va effectivement avoir besoin de biomasse, de forêt, de bois et également d'eau, vous l'avez dit. Alors moi je ne suis pas un expert et je vais vous livre juste les connaissances qui sont à ce jour, que j'ai à ce jour sur le sujet. La première, c'est que la Commission nationale du débat public, c'est un organisme, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un organisme indépendant pour tous les projets de plus de 600 millions d'euros en France qui doivent apporter la preuve de leur utilité. Voilà, je résume. Donc cette Commission nationale du débat public, où il y a des garants qui sont indépendants, elle a missionné déjà un cabinet externe, le cabinet Carbone 4. Alors je ne sais pas si ça parle aux personnes qui m'écouteraient encore. Carbone 4, c'est un cabinet qui a été fondé en 2007 par Jean-Marc Jancovici, qui est toujours d'ailleurs à sa tête, et qui a produit un avis d'expert indépendant sur la méthode d'analyse du procédé de Élise Énergie. Et donc le cabinet Carbone 4 dit, j'ouvre les guillemets, la méthode RED est adaptée, le contenu carbone du biokérosène produit varie autour du seuil réglementaire, à savoir les 70% des émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble du cycle de vie, en comparaison au carburant conventionnel. Donc la première étape serait franchie. Ensuite, il est évident que le porteur de projet doit apporter les preuves que l'utilisation des ressources en biomasse et en eau sont durables. Le projet, qui est estimé par ailleurs à 2 milliards d'euros, doit apporter la preuve aux organismes, aux associations environnementales, aux citoyens, mais aussi aux investisseurs qui ne pourraient pas comprendre qu'un projet où ils mettent de l'argent ne soit pas pérenne. Enfin, ça, c'est assez compréhensible. Ce qui est important de dire aujourd'hui, c'est que le projet il est au stade des études. Le go,
quand on parle de go pour un projet en industrie, ça va se faire. Le go aujourd'hui, il n'est pas donné. Nous sommes aujourd'hui dans ce temps. La prochaine étape, ce sera le dépôt du DDAE, dossier de demande d'autorisation environnementale, pour un ICPE. L'IPCE, pardon, c'est l'installation classée pour la protection de l'environnement. Cette étude-là va durer 18 mois. Et cette étude-là, qui démarrerait en fin d'année, va permettre pendant 18 mois au service de l'État, mais aussi à toute personne qui serait intéressée au projet, aux personnes publiques associées, d'analyser le projet, vérifier que les ressources sont suffisantes et permettre donc de voir si le projet peut aller encore en avant. Alors moi, je le redis, je ne suis pas expert, mais je me renseigne donc depuis 3 ans. Et j'ai quelques éléments comme ça à vous livrer ce soir, à la fois sur la biomasse et sur l'eau. On l'a dit, le projet fait état de 300 000 tonnes par an pour la biomasse par an. Sur ces 300 000 tonnes, il y aura 30% qui seront effectivement prélevés sur des bois sur pied. Le reste, les 70% étant de l'économie circulaire avec du bois déchet et du bois des déchets agricoles. Pardon. Donc ça, c'est une première chose. C'est-à-dire que sur les 300 000 tonnes de bois, j'allais dire seulement, mais non, pas seulement, 100 000 tonnes de bois seront prélevées sur des bois sur pied. La Commission nationale du débat public a également lancé une évaluation indépendante avec le cabinet Solagro. Ce cabinet a donc confirmé que les ressources étaient suffisantes pour le projet. Le cabinet même allant plus loin en disant qu'il y a 8 fois la ressource disponible sur toute la région Nouvelle-Aquitaine pour répondre aux besoins en biomasse du projet. Par ailleurs, la préfecture a mis en place une cellule biomasse pour étudier la faisabilité de tous les projets, parce qu'il n'y a pas que le projet éco qui a besoin de bois, utilisant de la biomasse. Ce travail est en cours. La prochaine réunion, je crois, est fixée au 2 octobre. Par ailleurs encore, le schéma régional biomasse région Nouvelle-Aquitaine, voté en 2022, qui est consultable sur le site de la région Nouvelle-Aquitaine, précise que la biomasse disponible supplémentaire sur la région Nouvelle-Aquitaine est de 2 millions de tonnes par an, sans que la filière bois soit en difficulté. Alors, je le dis ici, mais peut-être que ce n'est pas évident pour tout le monde, mais le projet, en tout cas, ne prévoit pas de coupes rases, qui sont totalement interdites par la réglementation, et compte s'appuyer sur les filières sylvicoles classiques qui opèrent déjà. Les vieilles forêts, bien sûr, seront protégées. Ici, à Oloron, nous avons déjà pris toutes les mesures pour protéger nos vieilles forêts. Un plan de gestion de forêt, le droit de l'arbre, la convention avec WWF. Aucun bois sur pied ne viendra de nos forêts oloronnaises, et tu le disais, André, si nous ne le souhaitons pas. S'agissant de l'eau nécessaire au projet, c'est bien toujours d'avoir des éléments de comparaison. Sur le bassin de Lac, jusqu'en 2009, il y avait des usines Péchinet, Célanèse, qui ont fermé depuis, qui faisaient que la consommation d'eau prélevée sur le gave de Pau jusqu'en 2009 était de 110 millions de mètres cubes par an. Depuis le départ de ces usines, la consommation est descendue à 20 millions. D'accord ? Le projet de Élise Énergie prévoit un prélèvement de 7 millions de mètres cubes d'eau dans le gave de Pau. Ça ferait monter à 27. Sur ces 7 millions, il y a 3,5 millions qui repartent au milieu naturel. Et la commission nationale du débat public a permis en tout cas de faire avancer le projet, puisque le besoin en eau a été réduit de 25%. Et une attention a été portée aussi sur la température de rejet au milieu naturel, et sur lequel les porteurs de projets sont en train de travailler. J'ai cru lire dans la motion, Samy, tu me contrediras si ce n'est pas le cas, que l'agence de l'eau Adour-Garonne se serait prononcée contre le projet. À ma connaissance, il n'y a pas de délibération de l'agence Adour-Garonne contre le projet. J'ai juste retrouvé, moi, une contribution au sein du cahier d'acteurs au sein de la CNDP qui précisait que le débit de prélèvement annoncé semble compatible avec le débit minimum du cours d'eau et que, effectivement,
plusieurs points de vigilance vis-à-vis d'une consommation en eau non négligeable. Mais pas de délibération de l'agence de l'eau, à ma connaissance. Je suis un peu loin, pardon. Au final, c'est tout à fait normal que ce projet interroge de par sa... j'ai entendu méga projet, de par en tout cas son importance et de sa contribution à la fois aux besoins nationaux. J'ai entendu aussi 1% des consommations aériennes. Ce projet permettrait aussi d'asseoir 25% des consommations de la défense et de la sécurité civile pour la France. Il y a des interrogations qui ne sont pas encore levées, mais c'est normal sur un projet d'une telle nature. J'ai parlé du DDAE qui va durer 18 mois. Moi, j'invite en tout cas les personnes qui auraient une position tranchée là-dessus à patienter, à se renseigner, vérifier les sources et appréhender ce projet étape par étape. Rabelais disait « Science sans conscience n'est que péril de l'âme ». Ce projet ne se fera pas coûte que coûte. Il doit franchir des étapes classiques et nécessaires à sa validation par des organismes sérieux et totalement indépendants. À titre personnel, et je n'engage effectivement que moi, j'ai confiance à la fois envers les porteurs du projet et également envers les organismes de contrôle qu'impose un projet de cette ampleur. Aussi, je voterai contre cette motion. Merci Stéphane. Qui veut prendre la parole? Samy Bourri. Oui, merci Stéphane d'avoir exposé un certain nombre d'arguments qui sont extrêmement importants parce qu'il y a évidemment un réel débat à la fois scientifique, technologique, mais aussi de projet de société. Bon, notre groupe en est à vraiment actionner la prudence, la précaution, et je le répète, nous ne sommes pas les seuls, puisqu'un certain nombre de collectivités locales se sont prononcées dans des termes beaucoup plus tranchés que la proposition que nous vous faisons ce soir, contre ce projet, véritablement. Alors, la communauté d'agglomération du Pays Basque, qui n'est pas dirigée par notre groupe, loin de là, n'est-ce pas, la communauté de communes Cœur Haute-Lande, un certain nombre de communes également, ont fait ce pas-là. Moi, je vous propose, nous vous proposons effectivement d'actionner avec, il est temps maintenant, c'est un projet de civilisation, le principe de précaution. On ne pourra pas continuer de penser que on peut sans arrêt, sans discontinuer, aujourd'hui, substituer du capital technologique au capital naturel, pour reprendre un débat, effectivement, d'économiste Pierre, c'est-à-dire de penser que les solutions technologiques, aussi savantes soient-elles, aussi sophistiquées soient-elles, aussi bien préparées soient-elles, pourront mettre un terme aux évolutions que déplorent rapport après rapport les experts du groupe international sur le climat, quand même. Voilà. À un moment donné, tu divises par 2 la consommation d'un moteur, tu multiplies par 3 le nombre de moteurs, ça fait quand même toujours du plus. Et ce type de projet est vraiment surdimensionné en soi-même et pour le territoire. Et nous le répétons, nous travaillons pour une autre poursuite de l'industrialisation, mais sur un autre mode que celui-ci. Vous avez le sentiment que... Non, mais ce sont des rapports importants aussi. On peut pas... Oui, c'est vrai, ce sont quand même des sujets graves et importants. Effectivement, le temps passe, je ne vais pas rappeler des arguments qui ont déjà été dits, mais effectivement, c'est un projet de civilisation. Il attend cela assez emblématique. Il faut quand même bien prendre un peu de recul et se demander dans quel abîme est-ce que notre course effrénée est en train de nous entraîner. On parle du transport aéronautique, du transport maritime, tout azimut. On fait effectivement déplacer un nombre éculé de fois des marchandises et des consommations intermédiaires pour livrer des marchandises finies alors qu'on aurait pu les produire sur place. Mais voyons un petit peu, qu'est-ce que cette course effrénée nous a apporté, nous, à Oloron? Le moustique tigre, la pyrale du buis,
le frelon asiatique, la renouée du Japon. Voilà un petit peu aussi les coûts externes. Non, André, la parole est à Pierre Baum. Voilà les coûts externes, si vous voulez, de toujours plus vite, plus loin, plus nombreux. Bon, j'oubliais bien entendu une pandémie. Une pandémie qu'on a bien connue et qui n'a été disséminée au-delà des prophylaxies aux frontières que grâce, bien entendu, au transport essentiellement aérien, un tout petit peu maritime. Bon, et là, on nous dit, finalement, on va passer au biokérosène, ça va diminuer de tant de pourcentage nos émissions de gaz à effet de serre. Mais attendez, 1 km parcouru par un passager en avion actuellement, c'est 120-130 grammes de CO2 par kilomètre. C'est-à-dire que si vous parcourez 5000 km en avion, c'est comme si vous, à titre strictement personnel, vous preniez une voiture thermique et vous faisiez ces 5000 km. Alors, quand bien même, prenons même vos hypothèses, on réduirait, en prenant l'hypothèse des plus complètement invraisemblables, on substituerait donc par de la biomasse l'essentiel de notre kérosène, ça reste quand même un quart de 120 grammes de CO2 par kilomètre par personne. C'est totalement insoutenable. Le GIEC, qui sont, me semble-t-il, des scientifiques, nous le dit, on est en train de se fracasser. Et qu'est-ce qu'on est en train de faire là avec ce genre de méga projet? Appuyer sur l'accélérateur. Il n'y a pas d'autre solution qu'au-delà de la sobriété, le rationnement en la matière. Si vous voulez vraiment quelque chose pour freiner les dépenses énergétiques du secteur aéronautique, ce sont des quotas. Les quotas durables à l'échelle de la planète du transport aéronautique à l'heure actuelle, c'est un voyage dans toute une vie. Voilà, tout le reste, ce sont des œillères sur le mur vers lequel nous fonçons à grande vitesse. Donc merci pour cette motion encore une fois, j'espère qu'elle passera. Bien, je dis juste un petit mot, après je n'interviens plus. Voilà. Bon, moi, ce que je voulais dire simplement, cette motion, alors je viens d'entendre, il y a les Landes, les Landes, de toute manière, c'était tous des propriétaires privés. Donc ils peuvent voter la motion, de toute manière, ils ne sont pas concernés. Alors bon, voilà. Moi, ce que je voulais dire, c'est que ça va nous mettre en embarras vis-à-vis de nos vallées. Vis-à-vis de nos vallées. Moi, je ne suis pas sûr que les communes forestières de la vallée d'Ossau, et même ailleurs, et même de la Soule, ne se retournent pas contre nous. Voilà. Pourquoi? Parce qu'ils vont vous dire la même chose que moi. Nous sommes propriétaires, c'est nous qui décidons. Et la meilleure solution pour faire face à ce projet, c'est que toutes les communes forestières prennent une décision ferme au sein de leurs conseils municipaux et décident que de toute manière, il est hors de question que de toute manière de venir donc à ce moment-là alimenter ce projet-là. C'est tout. Mais après, il y a une autre possibilité. C'est l'intercommunalité qui doit s'en occuper, puisque ça comprend Oloron et pas qu'Oloron. Il y a les vallées, il y a l'intercommunalité. C'est à l'intercommunalité d'Oloron interroger l'intercommunalité de la vallée du bassin de Lac. Il faut voir. Le débat arrive aussi à l'intercommunalité, j'en parlerai dans 2 minutes. Et à ce moment-là, on verra bien. On verra bien quelle est la décision. Là, aujourd'hui, bon, voilà. Moi, je ne suis pas favorable non plus à à ces projets-là. Hein, je ne veux pas dire que je suis vraiment un fan, je dénonce ça puisque je le dis, mais en tenant compte que nous sommes les propriétaires et que nous devons prendre la décision nous-mêmes. Voilà. Et alors, je vais aller plus loin, je vais dire, bon, on va voir avec l'intercommunalité comment ça va se passer. Bon. Mais il faut savoir aussi qu'il n'y a pas que la forêt, quand on parle de la forêt des Pyrénées-Atlantiques, vous avez énormément de propriétaires privés. Et eux décideront de faire ce qu'ils veulent. Ils sont propriétaires. Au même titre que nous sommes propriétaires au niveau de la commune, autant quand vous avez des agriculteurs qui ont bois, ou d'autres, même des personnes qui ne sont pas agriculteurs qui ont des bois, s'ils ont envie de le vendre, ils le vendront. Voilà. C'est ça. Merci. Et on peut pas, voilà. Et merci, on peut pas. Bon, alors moi je dis, je cherche à conclure. C'est par rapport au volet. Bien. Stéphane, tu avais levé la main. Oui, non, juste pour répondre à Pierre. Il me semble qu'il y a 2 écologies qui j'allais dire qui s'opposent, mais c'est pas le bon terme, mais une écologie de conviction, la vôtre, qui parle, j'entends à demi-mot, de décroissance
Ouais, je le dis en plein mot alors. Et pour ça, je vous respecte parce que vous mettez en accord vos actes et vos paroles. Ça, on peut pas. Je vous vois passer en vélo, je vous vois, voilà. Ça. Et une autre écologie, je pense, de responsabilité qui prend aussi le contexte mondial et le contexte dans lequel nous sommes. Je parlais tout à l'heure d'augmentation de plus de 200 millions de passagers par an. J'aimerais moi aussi qu'on soit tous conscients qu'il faut être plus sobre et moins consommateur et moins producteur d'émissions de gaz à effet de serre. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc il faut, je le redis une fois, il faut à mon avis marcher sur 2 jambes. Une seule jambe, ça ne marche pas, on se casse la gueule. Merci. S'il n'y a pas d'autres prises de parole, je veux bien dire quelques mots. D'abord, d'une manière générale, et pour en avoir signé peut-être quelques centaines, je mesure difficilement le destin d'une motion. Voilà, on est ici dans le cadre d'une discussion plutôt, un échange, d'abord, qui va se conclure par un vote, qui peut rendre les choses un petit peu clivantes, surtout à l'approche d'élections, d'échéances électorales. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et je peux vous dire, puisqu'on parlait de la communauté de communes il y a quelques minutes, André, mais à la communauté de communes, les réactions par ce projet, voilà, plutôt méfiantes, plutôt empreintes de préoccupation, elles sont transpartisanes. Je vous le garantis, dans les réunions de bureau. Alors, voilà. Après, je valide complètement les termes choisis par les rédacteurs de cette motion qui vise à protéger les forêts. Nous avons nous-mêmes, il n'y a pas si longtemps que ça, beaucoup réfléchi et agi en début de ce mandat pour construire avec l'Office national de la biodiversité, avec l'Office national des forêts, avec le Conservatoire des espaces naturels, avec le WWF, avec les associations environnementales au premier plan, avec les élus, avec les techniciens de la mairie, avec les usagers de la forêt, les randonneurs, les pêcheurs, les chasseurs, les vététistes, etc. Nous avons conçu un plan de gestion qui répond finalement, me semble-t-il, aux préoccupations qui sont exprimées dans cette motion, avec un seul objectif, c'est préserver nos forêts, qui sont des éléments essentiels d'équilibre du vivant. Nous avons pour la forêt d'Oloron mis en place des règles qui coupent court à toute velléité de coupe rase, avec des clauses de révision, un plan de gestion avec des clauses de révision quinquennales, ou plus s'il le faut, en cas de catastrophe, par exemple, ou de tempête, qui protège les ripisylves, qui considère le rôle éminent de la forêt dans les écosystèmes naturels, les arbres, et même les arbres dits morts, puisque les arbres morts continuent à avoir une utilité dans le paysage pour la reproduction des écosystèmes faunistiques et floristiques, entre autres, et des équilibres. Nous avons aussi lancé l'expérimentation d'essences plus adaptées, plus résilientes vis-à-vis du réchauffement climatique, pas pour planter des arbres, pour les faire cramer dans des chaufferies. Nous avons en commun considéré que les précautions environnementales, et Stéphane vient de le dire aussi, commencent par de la sobriété énergétique, quels que soient les carburants, fussent-ils des énergies renouvelables. Donc moi j'entends l'inquiétude, je l'entends et puis je la partage sincèrement. Le rapport de la Commission sur ce projet-là, du débat public, dont la neutralité, la Commission du débat public, c'est pas Anne qui va me démentir, est perçue en général pour la neutralité des garants qui s'en occupent. Mais ce rapport, à date, il émet des alertes sérieuses, relatives notamment, ça a été dit, à la volumétrie des consommations de bois et des consommations de flotte et des consommations de... J'y vois dans ce rapport des alertes sérieuses, mais j'y trouve aussi matière à prendre en compte des questions qui sont restées à ce jour sans réponse. Nous avions convenu justement à la communauté de communes d'organiser une réunion avec les porteurs du projet. Nous avions envisagé la possibilité que les garants de la Commission nationale du débat public puissent être présents, mais pour des raisons déontologiques, ils ne pouvaient pas être présents. Et puis, je pense qu'ils nous ont dit qu'ils seraient assaillis de questions
pour lesquels il n'était pas légitime à répondre compte tenu de leur neutralité et qu'il y avait davantage de questions à poser que de réponses à des questions déjà posées. Donc ça n'a pas pu se faire pour des raisons de calendrier. Nous avions opté pour assister à une réunion publique qui devait se dérouler à Mourenx, qui aurait dû se dérouler à Mourenx dans les tout prochains jours. Je crois que c'était le 22 ou le 23. Voilà. Il se trouve que cette réunion a été reportée et l'ensemble du dispositif a été reporté puisque l'État notamment a considéré qu'il y avait plus de questions posées que de questions auxquelles il avait été répondu et qu'en tous les cas, on était loin d'avoir regroupé tous les paramètres qui puissent permettre aux porteurs de projets d'aller vers la demande d'autorisation environnementale qui prend du temps et qui est propre à ce type de grands projets. Dans cette incertitude entre nous, parce qu'on fait aussi de la démocratie participative entre nous, le groupe majoritaire, j'avais suggéré que cette motion se transforme en une discussion. Une discussion, c'est ce qui se fait en fait, mais une discussion qui ne soit pas obligatoirement sanctionnée par un vote, parce que je vous assure que les destins d'émotion, elles s'empilent quelque part, mais qu'une discussion, ce qui a été le cas franchement ce soir, puisse avoir lieu. Bon, c'est resté au stade de motion parce que j'ai été mis en ultra minorité, et puis j'accepte ça dans mon groupe, puisque c'est le ressort de la démocratie et de la démocratie participative. Ce que je voulais dire, c'est que absolument rien, dans mon esprit, ne s'écarte de la volonté qui fut la nôtre en 2022 de construire notre plan de gestion des forêts, tel que je l'ai résumé en quelques mots tout à l'heure. Après que nous soyons écoutés pendant plusieurs mois, voire un an et demi, nous avons su, avec des réticences et des regards en chien de faïence de temps en temps, parce que chacun campait sur ses certitudes, et puis que les changements impliquent des changements d'habitude, et c'est ça en fait qui est le plus difficile à tabasser, comme on dit, c'est les habitudes, même s'il y a l'urgence climatique. Voilà, on voit des gens qui le prônent et puis qui ne s'empêchent pas de prendre les avions. J'avais suggéré avec la députée européenne dont tu as parlé tout à l'heure et qui effectivement est venue ici l'an dernier lors d'une conférence sur les nuisances de l'aéroport d'Orly, à l'époque où j'avais d'autres responsabilités, mais qu'il y ait un quota de voyages et qu'entre autres, mais ceux qui s'étaient bien gavés de voyages pour aller, après tout c'est légitime, voir des civilisations un petit peu lointaines, on ne peut pas y aller toujours avec une pirogue, mais puissent laisser la place aux générations plus jeunes qui puissent elles-mêmes aller découvrir ce qui se passe un petit peu au-delà des océans. Je m'étais fait copieusement siffler par des gens qui pourtant venaient se plaindre des nuisances aéroportuaires de Paris. Mais ça, c'est les paradoxes de notre société. Donc, après que nous soyons écoutés pendant plusieurs mois, nous avons su mettre en place un réseau de chaleur urbain, un vrai projet de substitution pour celui-là aux énergies fossiles, considérant qu'il faut aussi être sobre dans leur utilisation et qu'il ne soit pas un projet écocide, parce qu'en pendant, il y avait effectivement un plan de gestion que j'ai la faiblesse de penser relativement vertueux. À plus grande échelle, d'ailleurs, le projet qui est évoqué ici, le projet éco, à mon avis, mais il doit suivre la même trajectoire, le même cheminement sur un espace beaucoup plus vaste, certes, mais avec les mêmes précautions, puisque ce sont les mêmes ressorts. Donc, globalement, des cahiers des charges qui impliquent que le bois ne doit pas venir de forêts où les coupes rases sont autorisées, où les ripisylves ne sont pas protégés, où la faune et la flore ne sont pas protégées non plus, où les randonneurs ne peuvent plus aller marcher, où les sangliers ne peuvent plus traverser, etc. Et à partir de là, mais ce projet, il se fera ou il ne se fera pas, et il faudra accentuer notre vigilance. Pour ce qui me concerne, en prenant en compte de nombreuses questions qui n'ont pas encore obtenu de réponse, en prenant en compte que le calendrier a été décalé, que la vigilance doit plus que jamais rester de mise, considérant également le destin que j'observe des motions, moi je m'abstiendrai sur ce sujet. Je m'abstiendrai non pas parce que, je le renie, je viens de dire exactement le contraire, mais je pense que cette discussion fera l'objet de comptes rendus, puisque la presse est là, présente en partie et puis présente devant les écrans, fera l'objet d'un compte rendu. Alors c'est une position personnelle, c'est une position complètement personnelle
que j'assume, qui n'engage véritablement personne. Je crois qu'une nouvelle fois, je vais rester minoritaire dans une majorité. Mais bon, voilà, c'est un petit peu la traduction de ce que je pense des motions. Et mon abstention, elle se fait en toute conscience, que mes amis puissent en assumer une autre eux-mêmes en toute conscience. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole? Je voudrais juste dire deux mots. Ne pas oublier quand même que toutes les études qui sont menées, tout l'appel à la Commission nationale du débat public coûte énormément d'argent. Et cet argent, ce sont les subventions publiques. Très bien. Plus personne ne veut intervenir? Donc on passe au vote donc sur la motion proposée par Samy au nom du collectif, hein, Oui. et débattue par un certain nombre d'entre vous, d'entre nous. Donc qui est contre la motion? Alors, voilà, tu comptes parce que je me plante régulièrement. 8 contre. Qui s'abstient? 4. Donc 4. Donc la motion est adoptée à la majorité des suffrages. Pardon? 4, Jacques. Ah, le nom des... qui s'abstient? Alors, Jacques Maisonneuve, Frédéric Lousteau, qui s'abstient encore? Jean. Bernard Uturi Et Jean et Jean Contou-Carrère.